Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre belle organisation et la confiance dont vous m'honorez. Je souhaiterais en fait, dans ce court exposé, présenter un paramètre géopolitique fondamental qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit si l'on souhaite, et nous le souhaitons, œuvrer pour la paix en Afghanistan et dans cette région. Effectivement, en toile de fond, il y a bien entendu la géopolitique des populations qui doit être examinée. Cet examen suppose de se poser au moins deux questions. D'abord, essayer de savoir si les dynamiques de population de l'Afghanistan ont eu ou non des ressorts géopolitiques. Et deuxièmement, dans quelle mesure la géographie du peuplement de l'Afghanistan permet d'éclairer la situation géopolitique externe et interne de l'Afghanistan et donc de réfléchir aux conditions de la paix. Je commence par un tout petit rappel que chacun connaît, c'est-à-dire le fait que l'Afghanistan est un très vaste pays. Je rappelle en effet qu'au sein de l'Union européenne, la France métropolitaine est le pays le plus vaste, mais l'Afghanistan a une superficie 20% supérieure à la superficie de la France métropolitaine, dans un système de géographie physique extrêmement complexe, avec ce système montagneux tout à fait particulier et finalement un pourcentage de terres arables relativement faible. Je vous propose donc pour répondre à cette question d'évoquer trois points. D'abord, les interrelations entre les dynamiques géopolitiques et la démographie. Deuxièmement, la question de l'évolution du peuplement. Et enfin, la question des diversités ethniques. Concernant le premier point, eh bien, l'Afghanistan, comme la plupart des pays du Sud, a connu une transition démographique, mais cette transition démographique s'est trouvée fortement heurtée par les évolutions géopolitiques du pays. Je vous propose donc, d'après les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, puisque bien sûr les conditions de l'état civil ne sont pas parfaites, les conditions d'enregistrement des migrations ne sont pas parfaites non plus, ni en France d'ailleurs, et donc il faut plutôt considérer comme des ordres de grandeur les données. Donc vous avez ici sur cette première planche l'évolution du taux de natalité en rose, l'évolution du taux de mortalité en noir et le taux d'accroissement naturel en vert, c'est-à-dire la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Or, ces évolutions sont directement reliées aux évolutions géopolitiques qu'a connues l'Afghanistan. En gros, vous avez 5 périodes géopolitiques différentes qui s'inscrivent clairement sur ces courbes. La première période, c'est avant 1978, donc dans un régime qui est dans la première étape de la transition démographique, mais dans une situation où donc le taux de mortalité diminue, notamment parce qu'il y a de fait un partage du développement des compétences sanitaires entre l'URSS et les États-Unis, chacun intervenant en Afghanistan pour essayer d'améliorer donc, et d'abaisser les mortalités infantiles ou maternelles. La seconde période est la période que, pour simplifier, donc j'appellerais soviétique, avec une guerre quasiment généralisée, et ces courbes montrent très clairement combien cette guerre pendant la période soviétique a causé une surmortalité extrêmement importante qui s'est traduite par une baisse du taux d'accroissement naturel. Puis arrive la fin de l'URSS et une période, je dirais, de paix temporaire, en quelque sorte, où les choses peuvent à nouveau s'améliorer avec une baisse des taux de mortalité, notamment infantile, et donc une avancée dans la transition démographique, jusqu'au premier régime des talibans, qui, pour simplifier, se déroule en deux parties. Une première partie où ce régime est reconnu par la communauté internationale et une seconde partie où le conflit commence à se déployer et où en fait les conditions sanitaires vont même se détériorer certaines années, comme vous le voyez sur le graphique.
Enfin, nous avons la période post-2001, avec un certain nombre d'organisations internationales qui concourent à faire en sorte d'améliorer la situation sanitaire, ce qui permet d'abaisser le taux de mortalité, d'avancer dans la transition démographique, même si selon cette courbe, comme vous le voyez, la dernière période, c'est-à-dire la période la plus proche du retour au pouvoir des talibans, est une période où le taux de mortalité a augmenté parce qu'il y a accentuation effectivement de la situation conflictuelle que nous avons en Afghanistan. Donc clairement, nous voyons déjà à travers l'évolution de l'accroissement naturel l'effet direct des évolutions géopolitiques. C'est encore évidemment plus net si nous examinons maintenant les migrations internationales. Et là, qu'est-ce que nous dit la courbe de l'évolution des migrations internationales? Eh bien, de la même façon, nous voyons les 5 périodes géopolitiques que je viens de rappeler. Donc la période antérieure à l'arrivée des soviétiques, bon, c'est une période où finalement il n'y a pas de migration internationale, c'est-à-dire les Afghans restent vivre et travailler au pays. Puis arrive effectivement cette guerre généralisée sous la période soviétique. Et là, ce sont donc des millions d'Afghans qui, pour assurer leur survie, quittent les zones de guerre et fuient notamment d'ailleurs vers le Pakistan. Et donc, vous voyez très bien cette courbe de départ d'un certain nombre d'Afghans. Après la fin donc, de l'ère soviétique, donc troisième période, nous sommes dans une situation, je dirais, de paix partielle, où nous avons un retour très significatif, que la courbe montre bien, d'un certain nombre de personnes qui s'étaient réfugiées à l'étranger, qui reviennent habiter en Afghanistan. Ensuite, le premier régime des talibans, là aussi, nous voyons bien 2 périodes différentes. Une première période où finalement les Afghans restent chez eux, et une seconde période où il y a une détérioration de la situation, y compris de la situation conflictuelle, et nous avons à nouveau une émigration d'Afghans vers l'étranger. Enfin, dans la période post-2001 jusqu'à 2021, tout ceci commence par un retour d'un certain nombre d'Afghans après la fin du premier régime des talibans, puis selon les années, les niveaux de conflictualité, soit des retours, soit au contraire des départs. Bien entendu, à ce jour, nous n'avons pas de données ni d'évaluation des évolutions migratoires depuis le nouveau régime des talibans. Donc clairement, et c'était le premier point que je voulais évoquer, l'importance des effets géopolitiques sur les dynamiques démographiques de l'Afghanistan. Cela signifie que ce qui a été vrai au moins depuis 1950 sera vrai dans le futur, bien entendu. Il en résulte donc une croissance heurtée, et je vais passer peut-être un peu rapidement. Évidemment, dans toute cette situation, nous avons quand même, grâce à l'avancée dans la transition démographique, une augmentation très significative de la population, malgré la baisse de la population pendant la période soviétique, liée principalement aux immigrations. Et donc aujourd'hui, nous avons un pays qui est estimé à 40 millions d'habitants, ce qui fait une densité à peu près la moitié de la densité de la France métropolitaine. Le deuxième point que je voulais résumer, c'est la question de l'évolution du peuplement. Cette évolution du peuplement, elle se mesure d'abord par une urbanisation qui se trouve accentuée au fil des conflits. En Afghanistan, comme en Colombie, comme au Pérou, enfin disons dans tous les pays qui connaissent des conflits civils, un certain nombre de populations rurales considèrent que la sécurité est moins mauvaise dans les grandes villes que dans les campagnes. Ce qui accentue l'émigration rurale, même s'il peut y avoir aussi une autre émigration rurale liée au changement dans les structures économiques, agricoles, industrielles ou de services. Donc c'est dans ce contexte qu'un pays qui
était très rural, comme l'Afghanistan, a vu son taux d'urbanisation augmenter, même si son taux d'urbanisation reste faible par rapport à celle des pays les plus développés. Donc c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Et il faut rajouter à ce point un autre élément tout à fait fondamental, qui vaut pour l'Afghanistan comme pour de nombreux autres pays qui ont connu des situations conflictuelles, c'est que la grande ville est l'enjeu capital de la guerre. C'est-à-dire qu'il est considéré en général que qui tient la capitale politique tient l'ensemble du pays, ce qui évidemment est inexact, que ce soit au Soudan aujourd'hui, au Mali aujourd'hui, au Burkina Faso aujourd'hui, en Colombie aujourd'hui, etc. Mais pour la communauté internationale, c'est ainsi un peu qu'il est raisonné. Or, c'est dans ce contexte du fait que tout gouvernement en place, quel qu'il soit, veut contrôler la capitale politique, que la capitale politique se trouve considérée comme le territoire le moins en insécurité, que nous voyons l'évolution des villes les plus peuplées de l'Afghanistan. Donc vous voyez qu'effectivement, tant Kaboul que Kandahar ont connu une croissance démographique importante, mais que la croissance démographique de la capitale n'a rien à voir avec celle des 3 villes les plus peuplées d'Afghanistan. Donc c'est une croissance absolument phénoménale qui est liée au phénomène que j'évoquais tout à l'heure, et on aurait pu parler de Lima au Pérou par exemple, ou de Bogota en Colombie, où on a connu exactement les mêmes phénomènes. Le troisième point essentiel, c'est de considérer effectivement les diversités ethniques. J'évoquais déjà tout à l'heure le fait que, bien entendu, nous ne travaillons que sur des estimations. C'est évidemment encore plus vrai en ce qui concerne la répartition ethnique. Donc je n'ai fait que reprendre certains chiffres qui circulent dans les organisations internationales. Et donc je suis désolé si certaines ou certains d'entre vous considèrent que les ordres de grandeur que je donne sont discutables. Je sais qu'ils le sont, c'est pour aider à réfléchir que néanmoins, je vous ai proposé un premier camembert des données qu'on nous propose en général sur la répartition ethnique en Afghanistan, avec donc une ethnie qui serait la plus nombreuse, les Pachtuns, et une ethnie assez importante qui serait les Tadjiks, derrière les Hazaras et derrière les Ouzbeks. C'est ce contexte qu'il est important d'examiner d'un point de vue géopolitique, en le doublant d'un autre élément de différenciation culturelle qui est lié aux différences religieuses, c'est-à-dire au fait que nous avons, à côté d'une grande majorité sunnite, une minorité chiite, essentiellement d'ethnie hazara, qui est quand même significative dans ce pays. Or, l'on peut effectivement, du regard et de la connaissance que je viens de préciser de cette répartition ethnique, et en tirer quelques conséquences géopolitiques. Bon, le premier élément, c'est qu'il n'y a que 2 ethnies qui peuvent revendiquer une place significative dans l'organisation politique du pays. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas aussi avoir leur place, mais cela veut dire que leur place est forcément moins importante que ces 2 ethnies. Et en même temps, aucune ethnie ne peut revendiquer un contrôle politique exclusif sur l'ensemble du pays, tout simplement parce qu'il n'y a pas une ethnie qui est extrêmement majoritaire de façon tout à fait contestable dans le pays ou sur le territoire. Donc cela signifie que la paix en Afghanistan suppose inévitablement un apaisement interethnique, c'est-à-dire en fait des accords ou une conception des relations interethniques qui soit apaisée. Et le fait qu'un groupe principal puisse être mis temporairement à l'écart, comme nous l'avons vu au long de l'histoire de l'Afghanistan, au moins une fois en 1992, n'est pas non plus une solution, puisque cela crée également une division. Donc dans ce contexte, il y a un autre élément à considérer en ce qui concerne la répartition ethnique, c'est la géographie des ethnies qui se caractérise soit par une plus ou moins grande compacité des ethnies,
soit avec des logiques transfrontalières qui sont fort différentes selon les ethnies, ce qui a des conséquences géopolitiques. Donc je vous présente cette carte, qui là aussi est une carte qu'il faut considérer comme ayant une valeur relative, hein, comme toute carte, mais qui nous permet un petit peu de réfléchir à la géographie ethnique des ethnies. Et dans ce cadre-là, nous pouvons en tirer un certain nombre d'enseignements géopolitiques. Bon, le premier élément important, c'est effectivement la compacité du peuplement pachtoun. On a parlé parfois de Pashtunland, comme vous le savez, et donc dans le cadre des conflits internes en Afghanistan, on a bien vu que les Pashtuns avaient cette possibilité, en raison du caractère compact de leur peuplement, notamment dans le sud de l'Afghanistan, d'avoir un point d'appui pour les conflits qui se conduisaient dans d'autres régions de l'Afghanistan. En revanche, les Tadjiks ont une moindre compacité, ce qui peut être un inconvénient en termes de point d'appui par rapport à ce que je viens de dire pour les Pashtuns, mais aussi un avantage, c'est-à-dire une plus grande habitude à vivre dans l'altérité avec d'autres ethnies qui se retrouvent éventuellement dans les mêmes régions qu'eux. Concernant les autres ethnies moins nombreuses, on est plutôt dans des logiques de compacité, et dans tous les cas, la conclusion géopolitique de cette carte, c'est qu'on voit bien qu'un pouvoir jacobin, pour prendre l'adjectif français, serait en fait inadapté à cette diversité ethnique. L'autre élément de cette géographie ethnique, c'est la question des relations transfrontalières des différentes ethnies. Et à cet égard, nous avons des situations extrêmement contrastées, que je résume par ce tableau, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les Pashtuns, bien sûr, nous l'avons vu, c'est l'ethnie la plus nombreuse d'Afghanistan, mais il y a beaucoup plus, à peu près 2 fois plus de Pashtuns au Pakistan qu'en Afghanistan. Donc c'est une ethnie qui évidemment est très présente de façon transfrontalière, et d'ailleurs on l'a vu au cours des différents conflits civils où les organisations talibans utilisaient aussi du territoire pakistanais pour satisfaire leurs objectifs. En revanche, nous avons une situation différente pour les Tadjiks, même s'il en existe au Tadjikistan, bien entendu, ou en Ouzbékistan. Il est clair que les Tadjiks les plus nombreux sont en Afghanistan, et que malgré le nom du Tadjikistan, en fait, ils sont dans une situation beaucoup moins unitaire au Tadjikistan. Et donc, tout ceci signifie effectivement que la nature plus ou moins transfrontalière des ethnies a des effets géopolitiques variés selon chacune d'entre elles. Bien entendu, je pense qu'en conclusion, il faut distinguer 2 éléments. Il y a d'abord ce que j'appelle la géopolitique séculière, c'est-à-dire en fait la géopolitique telle qu'elle évolue au fil des années, et à cet égard, il est clair que nous avons montré que nous avons des dynamiques de population très dépendantes des évolutions géopolitiques, et donc très clairement, si, comme chacun le souhaite, il faut qu'il y ait amélioration des conditions sanitaires dans ce pays pour le bien commun des populations, cela suppose bien entendu des conditions pacifiées sur l'ensemble du pays, parce qu'il n'est pas possible de satisfaire les besoins sanitaires d'une population si la paix n'y est pas installée. Deuxième dimension géopolitique, ce que j'appelle la géopolitique régulière, c'est-à-dire en fait des paramètres géopolitiques pluriséculaires, et en ce qui concerne l'Afghanistan, donc cette diversité de géographie et d'effectifs d'ethnie, sachant qu'on n'a pas de données sur les différentiels éventuellement de croissance selon les ethnies. Donc nous voyons bien que dans cette géopolitique régulière, eh bien, il y a toujours le risque d'interférence régionale
compte tenu du caractère transfrontalier d'un certain nombre d'ethnies. Et donc l'ensemble de ce que nous avons évoqué conduit à penser à une réponse peut-être utopique, c'est-à-dire qu'à la fois la géographie physique et la géographie des populations de l'Afghanistan, et en même temps ce que l'on sait de son histoire, peut se dire que peut-être une réflexion, c'est que ce territoire devrait peut-être s'organiser sous une forme de confédération pour parvenir à la paix. Et à ce moment-là, on est tourné vers un autre pays très montagneux qui s'appelle la Suisse. Alors voilà, entre l'utopie et la guerre civile, je vous laisse choisir et je vous remercie de votre attention.